sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour prendre le temps de se parler, de s'écouter. C'est maintenant sur Europe 1 au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Justin et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous souhaitez bien réagir à un témoignage, si vous souhaitez peut-être parler en direct avec un auditeur ou une auditrice, vous pouvez bien sûr à tout moment composer le 39 21. Si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr où vous pouvez également nous envoyer vos messages au 7 10 25 en n'oubliant pas de commencer votre message par le mot nuit. Je vois que certains parmi vous sont déjà installés, Angie ainsi que Coquillette qui ronronne tranquillement à côté d'elle, Olivier le patrouilleur, Coco qui est là également, et puis il y a quelqu'un qui me dit que sur les conseils d'Yves, notre monsieur cinéma, il a vu 2 films cet après-midi, Les femmes du 6e avec l'excellent Fabrice Lucchini. Il a trouvé ce film délicieux, et dans un autre registre, le film des frères Cohen, True Grit. Il dit très bon western. Alors il dit, si vous rappelle, remerciez-le vraiment de ma part. Le message est trop long, hein. Je vous rappelle que c'est limité à 160 caractères, donc j'ai pas votre prénom, mais voilà, c'est transmis en tout cas. Allez, on va accueillir tout de suite Marion. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marion. Oui. Alors vous m'appelez par rapport à une de vos amies. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est pas pour moi que j'appelle ce soir. J'appelle pour un sujet qui peut paraître un petit peu amusant sur le moment, mais qui moi m'inquiète un petit peu. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai une de mes très bonnes amies qui, comment dire, a la particularité d'inventer plein d'éléments de sa vie, et pas des moindres. Elle invente beaucoup de choses, et particulièrement à des gens à son travail, ou des gens qu'elle connaît peu, pas à ses amis proches, mais aux gens qu'elle connaît peu. Et du coup, ça peut amener à des situations un petit peu rocambolesques quand moi, par exemple, je m'y trouve mêlée. Et puis voilà, en fait, ma question, c'est plutôt de savoir si ça relève plutôt de la fantaisie, s'il faut pas s'inquiéter, ou si c'est peut-être de la mythomanie et quelque chose de plus pathologique, quoi. Donc, la mythomanie, c'est déjà pas mal, hein, dans le genre. Quand oui. vous dites quelque chose de plus pathologique, c'est déjà. Enfin, ça peut entraîner des problèmes, surtout si dans son travail. Mais tout dépend, voilà. Quel genre de choses invente-t-elle ? Est-ce que vous avez surtout, des exemples ? Ça peut être des détails, mais par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Par exemple, elle donne rarement la bonne identité. Quand on lui demande comment elle s'appelle, elle va pas dire son vrai prénom. Bon, ça peut être drôle. Mais dans son travail, ils doivent quand même avoir son identité. C'est pas le cas. Oui. C'est plutôt quand elle va rencontrer des gens, je sais pas moi, en soirée ou. Oui. Bon, ça. Vous voyez, de façon plus ponctuelle, elle va pas forcément donner sa bonne identité. Et ça va durer, c'est-à-dire qu'elle va, elle va entraîner ça sur plusieurs heures, des fois. Disant qu'elle s'appelle, je sais pas, elle va inventer un prénom. Oui. Bon. Et tenir ça. Bon, première chose. Une fois, elle s'est fait passer pour un sans-papier auprès de personnes, justement, dans une soirée. Donc là, ça peut aller un petit peu plus loin quand même. Surtout que les personnes étaient tout à fait émues de sa situation. Et que moi, notamment, à ce moment-là, j'étais à côté d'elle et elle m'a un petit peu embrigadée dans cette histoire, malgré moi, quoi. Donc voilà. Quand elle se blesse, elle va inventer qu'elle s'est blessée, par exemple, dans un sport extrême, alors que c'est juste qu'elle est tombée. Elle va dire qu'elle vient d'un pays, par exemple l'Espagne en l'occurrence, qu'elle parle la langue alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça, par exemple, à ses collègues de travail, elle l'a dit, et il y a même une de ses collègues qui a souhaité qu'elle lui donne des cours. Donc si vous voulez, ça l'emmène dans des trucs où elle est obligée de mentir sans arrêt, quoi. Elle dit qu'elle joue du violon alors que c'est pas le cas.
Elle dit qu'elle est mariée alors que c'est pas le cas. Ouais, ça peut la mettre en difficulté. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas, en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez fantaisiste. Elle, parce qu'on des fois on en rigole de ça entre amis, on lui dit, voilà, quand même, faudrait que tu arrêtes de faire ça. Et elle nous dit que c'est une façon d'assumer un certain anticonformisme, que, elle, ça l'amuse, mais finalement, des fois, je crois qu'elle se perd un petit peu, certainement. Là-dedans. Certainement. Parce que ça n'a rien à voir avec l'anticonformisme. Mm-hmm. Ça, cette attitude-là. Il y a quelque chose certainement chez votre amie de plus profond. Mm-hmm. Parce que quand elle, par exemple, s'est mise en scène comme une personne qui était sans papier, elle a les autres personnes présentes exprimé de la compassion. Donc elle a été le centre d'intérêt un peu de la soirée. À partir de cette situation-là, il y a eu des retombées positives pour elle, sur le moment en tout cas. Oui, après, elle n'a jamais revu les personnes. Non, mais heureusement, c'était gratifiant en tout cas pour elle. Donc, au fond, un peu au jour le jour, elle fait de sa vie un roman. Elle éprouve le besoin de s'inventer une autre réalité. C'est vrai, d'autant que c'est toujours dans des choses assez, comme vous dites, c'est assez romanesque. Elle va pas inventer des petits détails insignifiants. Ça va être toujours une vie extraordinaire ou. Elle enjolive la réalité. Beaucoup, oui. C'est en ça que c'est souvent dans la mythomanie, c'est différent. Le mythomane n'est pas un menteur. Même s'il tient un discours contraire à la vérité, parce que si vous voulez, il n'y a pas une volonté de tromper, hormis chez les mythomanes pervers, parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de mythomanie, et dont la mythomanie perverse, où cette tendance à fabuler est mise au service de l'escroquerie. Et évidemment, c'est celle qui intéresse particulièrement la justice. Mais il y a des mythomanes qui ne cherchent pas à tromper, qui ont besoin de s'inventer une autre réalité. Pour autant, ils sont bien conscients, ils sont dans la réalité, ils ne délirent pas, ils sont bien conscients de ce qu'ils racontent. Et ils ont seulement besoin, pour pouvoir croire l'histoire qu'ils racontent, que l'autre y croit aussi. Mm-hmm. Oui, parce que c'est ça, elle est tout à fait adaptée dans le reste de sa vie. Oui, c'est ça, mais elle ne délire pas, elle peut être tout à fait convaincante, j'imagine, quand elle raconte ces histoires-là. Vous voyez, quand vous me dites dans son... Personne ne met en doute quand elle dit ces Mais choses-là. non, cette collègue de travail a envie que votre amie lui apprenne l'espagnol. Bon. Donc, on peut penser que finalement, alors c'est vrai que c'est difficile de comprendre comment finalement pourquoi elle est obligée de raconter. Pourquoi elle raconte en permanence des histoires. Ça doit, ça a trait à son histoire à elle, j'ai envie de dire. Et ce qu'on dit de façon, sur un plan un peu psychanalytique, au fait qu'elle a un moi, une personnalité clivée. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui se dédouble en quelque sorte. Mmh. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est pathologique ? Est-ce que c'est juste une petite tendance comme ça qu'elle a ? Non, c'est-à-dire que il y a quelque chose peut-être d'une réalité dans son histoire qui... Alors, je ne sais pas pour votre amie, mais dans la mythomanie, il y a souvent une réalité chez les véritables mythomanes. Il y a quelque chose dans leur réalité qui leur a été insupportable. Et il y a une partie d'elle qui l'accepte et l'autre partie qui la refuse. Et puis ces deux parties réussissent à coexister sans qu'il y ait folie, mais c'est un peu au prix c'est un exercice d'équilibriste un peu bizarre. Comme ça peut arriver dans le psychisme parfois.
Donc, ce qui fait que ça cohabite sans délire et sans folie et sans, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, c'est le clivage. Donc elle peut tout à fait continuer ça peut continuer comme ça, à fonctionner, oui, sans qu'il y ait, je vous dis, hormis après ceux qui sont dans la mythomanie perverse, où la mythomanie leur sert à escroquer les gens. Oui. Pour autant, bon, c'est un petit peu embêtant parce que, évidemment, dans son travail, ça peut la mettre en difficulté et même dans sa vie, dans les relations qu'elle peut entretenir, parce que on a besoin d'être en confiance. Alors, vous m'avez dit une chose importante, c'est qu'elle n'agit pas comme cela avec les gens qui lui sont proches. Oui. Donc, avec vous, elle est dans cette relation de confiance. Dans cette soirée où elle s'est fait passer pour une personne sans papier, au fond, elle savait qu'elle ne reverrait pas ces personnes. Elle ne prenait pas trop de risques. Ce soir-là, elle a attiré de la compassion. Elle a été le centre d'intérêt de cette soirée. Bon. A priori, elle ne devait pas revoir les personnes. Dans son travail, elle prend beaucoup plus de risques, même si c'est sur des choses mineures. Mais, par exemple, en disant qu'elle pratique, comme elle est d'origine espagnole, elle parle l'espagnol. Cette collègue qui lui dit, tiens, j'aimerais bien que tu m'apprennes, elle peut revenir à la charge. Et à un moment, elle va être piégée. Et c'est vrai que cette collègue peut se dire, on peut pas lui faire confiance. Et ça peut être problématique pour elle. Oui, si je me dis, si quelqu'un se rend compte de ça, après, ça peut la mettre en difficulté. Oui. Mais je sais pas trop comment aborder ça avec elle, en fait, parce que elle prend ça très à la légère. Mais moi-même et une autre de mes amies, donc on s'inquiète quand même pas mal, quoi. Mais elle prend ça à la légère parce que je vous dis, il y a cette partie d'elle qui refuse aussi de voir cette réalité-là. Donc elle réagit avec cette partie-là d'elle-même, qui dit au fond c'est pas si grave. Oui. Donc, alors, je sais pas, est-ce qu'il faut que j'aborde ça avec elle Je crois que peut-être ça serait important de dire qu'au-delà de ça, ça risque à moyen ou long terme, notamment dans son travail, de lui poser des problèmes parce que elle risque de passer pour une personne qui n'est pas fiable, à qui on ne peut pas faire confiance. Oui. Et c'est dommage. Parce que vous pouvez lui dire, au fond, nous, vous pouvez lui dire que vous l'appréciez beaucoup, que vous l'aimez beaucoup, que ça serait important peut-être pour elle de comprendre pourquoi elle passe son temps à fuir de mensonge en mensonge et pourquoi, au fond, elle a besoin de faire de sa vie un roman. C'est vrai que quand on aborde ça avec mon autre amie, elle évacue très rapidement, en riant. Enfin, elle dit, vous croyez que je suis folle, etc. Mais bon, des fois, elle n'est pas loin de la réalité. On se demande vraiment, des fois, s'il n'y a pas une tendance un petit peu... De cette imagination, finalement, non, ça n'a rien à voir avec la folie. Mais de cette imagination, parce que il y a un atout débordante et finalement, elle fait de sa vie un roman. Elle pourrait écrire, elle pourrait en faire quelque chose. Plutôt que de le vivre comme ça au travers de ses mensonges, il y aurait quelque chose à élaborer, à travailler. Et... Mais c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Ah, c'est intéressant. Elle, justement, elle aimerait bien pour les professeurs de lettres. Oui. Et dans ses activités, je veux dire, en dehors de l'enseignement, elle aime bien écrire des textes. Donc peut-être qu'effectivement, ça a un lien, je ne sais pas. Elle vous en a fait lire certains ? Oui. oui, un petit peu, oui. Mais pas tout, elle reste assez discrète quand même par rapport à ça. Mais oui, elle m'a déjà fait lire quelques petites choses, oui. Donc c'est assez très bien écrit. Et alors ? Oui, c'est bien écrit. Mais elle part pas dans... elle parle pas d'elle, enfin, peut-être qu'elle parle d'elle finalement, mais c'est pas dit clairement, quoi. Donc je sais pas quelle est la part... Autour de quoi tournent ses écrits ?
Ça parle de beaucoup de choses, de l'amour, beaucoup. Elle parle d'histoire d'amour, choses comme ça. Oui, mais dans les histoires d'amour parlent beaucoup de nous, hein. Oui. Finalement. Moi, vraiment, moi, ce qu'elle m'a fait le plus rire, c'est ça. Ce sont ses écrits sur des histoires d'amour. Oui. Mais c'est souvent très révélateur, vous savez, de la façon dont on aime, ce qu'on peut dire autour de l'amour, la façon dont on aime, on dit long sur la façon dont on a été aimé aussi. Oui. Je crois que il serait important évidemment qu'elle puisse en parler. C'est pas vous. Bon, vous pouvez pas la prendre par la main. Je sais pas quel âge elle a, votre amie. 25 ans. Oui, elle est bon. Je crois qu'il faut quand même. Quand par exemple ça s'est passé devant, il s'agit pas de la culpabiliser par rapport à ça, hein, de tenir un discours comme ça de censeur, réprobateur, mais de lui rappeler qu'il y a peut-être quelque chose d'une vérité qu'elle a du mal à dire autrement que de cette façon-là, et qu'elle peut le dire à travers l'écriture ou en allant en parler. À un tiers. Ce serait peut-être intéressant qu'elle fasse cette démarche, c'est vrai. Oui, parce que pourquoi elle se construit une vie comme ça, une vie romanesque? Alors c'est vrai que c'est délicat en tant qu'amie parce que à la fois c'est quelque chose qui peut être dérangeant et en même temps ça fait partie de sa personnalité et de son côté un petit peu... un peu fantaisiste, un peu... Oui, mais le côté fantasque, c'est pas tout à fait ça quand même, hein. On peut avoir beaucoup de fantaisie sans pour autant être quand même, être dans la mythomanie. La difficulté, c'est que ça va jusqu'à son lieu de travail et que du coup, là, ça peut engager... c'est ce qui est problématique. Et puis, bon, c'est pareil, on peut, le temps d'une soirée, pendant, si on n'a pas envie, s'inventer un personnage, on va le faire pendant un certain temps. Et puis, après un moment, tombe le masque. On va dire, mais non, voilà, je vous ai raconté. Elle tient. Elle s'y accroche. C'est là où il y a quelque chose de plus profond. Elle est très cohérente dans son discours. Mais oui, mais elle ne se trompe jamais. Oui. Elle est impressionnante même, je dirais. Pour avoir assisté notamment à l'histoire du sans-papier, c'était assez... Et moi, ça m'a mis très mal à l'aise, par exemple, parce que je voyais les personnes qui étaient complètement prises dans ce récit-là et... mais oui, mais parce que souvent pour les personnes mythomanes, mentir, c'est une nécessité. Il est essentiel pour eux d'inventer une autre réalité. Ce qui est là la grande différence avec quelqu'un qui ment. Quand on ment, on n'a pas un besoin vital de mentir. Souvent on ment parce que bon, ça peut, sur le moment, ça peut nous arranger. C'est une façon, mais dans la mythomanie, il y a vraiment derrière ça quelque chose de très profond et de très complexe, et souvent d'une réalité qui est de l'ordre de l'insupportable, mais qui est qu'on colmate et on s'arrange autrement avec. Donc ça va au-delà. Il y a Lali qui dit votre amie doit probablement manquer de confiance en elle, veut attirer l'attention. Coco qui dit elle est en souffrance, elle a besoin de compassion. Oui, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, il y a le subversif qui dit elle exprime une faille dans le sentiment de son origine. Il y a quelque chose d'assez complexe dans ce mécanisme-là, et qui nécessiterait d'être travaillé. Claudine dit j'ai un cousin qui fait pareil avec tout son entourage, il s'invente des histoires et il est presque convaincant. Ils sont souvent très convaincants. Hein. Ah bah oui. Tout à fait. Sinon ça tiendrait pas d'ailleurs. Parlez-lui-en la prochaine fois quand même qu'elle se produit, puisqu'elle vous en parle. Donc c'est bien que elle s'en fait l'écho auprès de vous. Oui. Donc sans faire l'écho auprès de vous, ça suppose qu'il y a... Elle s'attend à un retour. Auprès de vous, elle peut s'autoriser à être elle-même. Oui.
Vous la connaissez sous tous ses aspects. Oui, elle est mon amie, voilà, malgré tout ça, et oui. Ce qu'elle est, quoi. Oui. Qu'elle est elle, et pas dans ce qu'elle invente, c'est sûr. Oui, oui. Aussi pour ce qu'elle invente. Donc vous pouvez lui dire que il faut qu'elle fasse attention et que ça peut avoir plus de conséquences qu'il n'y paraît, dans son travail notamment. D'accord. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir Marion. Au revoir. Christophe Mahé, La Rumeur. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous appelle pour un sujet un petit peu douloureux. Je suis la maman de 3 enfants qui ont 6 ans et demi, 9 ans et demi et 11 ans et demi, qui ont perdu leur mamie. Il faudrait que vous parliez un petit peu plus fort parce qu'on vous entend vraiment pas bien là. Oui. Donc je suis la maman de 3 enfants qui ont 6 ans et demi, 9 ans et demi et 11 ans et demi, oui. Et qui ont perdu leur mamie la semaine dernière. Oui. Donc c'est la mère de leur papa, dont je suis divorcée depuis 5 ans, mais avec lequel on a toujours conservé d'excellentes relations, et nos familles sont restées en contact les uns avec les autres. Il n'y a jamais eu de coupure pour les enfants à ce niveau-là. Et donc quand mon ex-mari m'a appelé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier pour m'annoncer le décès de sa maman, ça a été à moi d'annoncer à mes enfants la disparition de leur mamie. Donc ça a été quelque chose qui a été assez difficile pour moi parce que je ne savais pas très bien comment m'y prendre. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à ça. Ils ont encore tous leurs autres grands-parents, même encore 4 arrière-grands-parents, donc ils ont cette chance-là. C'est une chance, oui. Voilà. Et c'est vrai que je savais pas très bien comment leur annoncer, donc j'ai un petit peu tardé, j'ai laissé passer un petit peu de la journée de jeudi, on a déjeuné, on a été jouer un peu au parc. Et elle n'était pas souffrante, cette dame? Si, elle était atteinte d'une maladie qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie... en fait, c'est une dégénérescence. Elle a commencé par perdre l'usage de ses mains, de ses bras. Ensuite, elle a eu du mal à tenir sa tête. Puis, elle avait des problèmes de déglutition. Donc, ils le savaient, vos enfants. Ils savaient que leur mamie était souffrante. Voilà. Ils le savaient, mais ça a été quand même très très vite. Ils l'ont vue, eux, pour la dernière fois au mois de juillet, où elle était encore relativement bien. Elle commençait à avoir des soucis pour serrer ou desserrer, dévisser un peu de confiture, oui. Ce genre de choses. Mais c'était encore le début de la maladie. Et en fait, la maladie a été diagnostiquée fin octobre et elle est décédée donc fin février, c'est-à-dire qu'en 4 mois, elle est partie. Donc il y a eu, il lui parlait au téléphone jusqu'à encore très récemment, jusqu'à il y a une dizaine de jours, elle parlait, elle tentait de se faire comprendre, on va dire, parce que parler était un bien grand mot. Et puis là, les derniers temps, on ne comprenait plus ce qu'elle disait. Donc il savait qu'elle était malade, oui. Mais on s'attendait pas à ce que ça soit aussi rapide. Donc je leur ai annoncé le jeudi après-midi vers 16h. Et c'est vrai que les 2 aînés sont partis dans des sanglots tout de suite. Enfin, ils ont très très vite réalisé le caractère définitif en fait de la chose. Le plus petit, lui, il est resté sonné comme un peu abasourdi, ne comprenant pas aussi bien que son frère et sa sœur, j'ai l'impression. Et puis tout de suite, les 2 plus grands m'ont dit mais est-ce qu'on va encore pouvoir la voir ? On a envie de la voir. Donc, je m'attendais à tout sauf à ça. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'ils expriment le besoin de la voir une fois qu'elle était décédée. Oui. Donc, je suis restée assez interloquée à cette demande. J'ai commencé par vouloir les dissuader en me disant ils sont trop petits pour être confrontés à ça. Je leur ai dit mais vous savez, il vaut peut-être mieux conserver le souvenir de mamie tel que vous l'aviez plutôt que
que de vouloir. Mais non, on veut la voir. Ma fille voulait même lui faire un câlin, lui faire des bisous. Je lui ai dit, écoute, ça, de toute façon, c'est évident que ça ne sera pas possible. Maintenant, la voir, je ne sais pas, on va en parler avec ton papa, on va réfléchir, etc. Et puis, ça a été une demande tellement insistante qu'on a laissé faire. C'est-à-dire que donc l'enterrement a eu lieu hier. Oui. Donc on est parti, c'était en province, etc. Et donc je leur ai redemandé hier matin, avant d'aller à l'hôpital, je leur ai dit, vous êtes sûrs, vous ne voulez pas rester avec le souvenir que vous avez? Non, on veut la voir. Oui. Donc le petit n'ayant pas exprimé ce désir, j'ai surtout pas forcé quoi que ce soit, au contraire, voilà. Et par contre, donc on est rentrés dans la salle avec leur papa et tous les deux, et on a été la voir. C'est quelque chose qui est déjà extrêmement difficile pour nous adultes. Enfin, moi, j'ai encore du mal. Enfin, parce qu'on a peur de la mort, mais bon, parce que la mort nous fait peur aujourd'hui, mais avant c'était quelque chose de beaucoup plus courant. Hein, on veillait les morts. Oui, c'est possible. C'est parce qu'on en a peur aujourd'hui. Enfin, on en a peur. On ne veut pas dire ça a toujours été. Mais la mort nous était plus familière auparavant. Les morts étaient dans les maisons. Enfin, on les veillait. Oui, sûrement. Oui. C'est vrai que ça faisait partie. Donc les enfants aussi les voyaient. C'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de leur dire, que c'était quelque chose qui faisait partie de la vie, leur dire qu'on était tous programmés de la même manière, c'est-à-dire qu'on naissait, on vivait, on avait une vie la plus belle possible, et puis de toute façon on allait tous partir un jour. Mais c'est vrai que je me demande aujourd'hui si j'ai bien fait de les laisser la voir une dernière fois. Ils vous le demandaient, comment ont-ils réagi? Ils ont vu leur mamie? Ils se sont effondrés en larmes à côté du cercueil, mais enfin, je veux dire qu'ils ne l'auraient pas fait. Enfin, moi, la première, j'ai pas tenu le choc non plus, hein, donc voilà. Maintenant, ce que je me demande, enfin, moi, j'ai été assez choquée par l'image que j'ai vue de ma belle-mère, et je me demande dans leur cerveau d'enfant, comment ça va évoluer aujourd'hui. Maintenant, je me dis. Parce que, enfin, moi, depuis 24 heures, honnêtement, je ne vois que cette image. Et je me dis, j'espère que pour eux, ce n'est pas la même chose. Mais pourquoi? Vous n'aviez jamais vu quelqu'un de mort? J'ai la chance d'avoir encore mes parents, mes grands-parents, donc voilà, c'est vrai que j'ai jamais été vous n'aviez jamais vu quelqu'un de mort. J'ai perdu un grand-père quand j'avais 12 ans, mais je n'ai pas assisté à son enterrement. C'était en province, c'était loin. À l'époque, mes parents on sent, à votre façon d'en parler, que effectivement, il y a beaucoup d'angoisse. Mes parents n'avaient pas jugé bon me faire participer à cet événement à l'époque. Moi, j'ai tenu effectivement à ce que mes enfants soient là pour pouvoir commencer le travail de deuil et pouvoir dire au revoir à leur mamie. Mais pour moi, dire au revoir, c'était l'église, le cimetière, mais pas forcément cet au revoir-là. Et du coup, enfin bon, voilà, ça peut être important ça peut être important aussi pour que l'enfant appréhende aussi ce qu'est réellement la mort, parce qu'après il y a des questions qui peuvent surgir dans le fait de mettre un corps en terre. Parfois l'enfant peut être très concret, surtout aux alentours de 9 ans, de dire ah bah oui, mais alors on le met en terre, mais s'il respire encore, bah non, il respire plus. Donc ça peut être l'occasion de comme vous dites, d'embrasser, de dire au revoir symboliquement, c'est-à-dire de pouvoir un dernier au revoir. Alors même si c'est éprouvant, même si à ce moment-là c'est l'occasion on peut pleurer évidemment parce que c'est chargé émotionnellement, mais ça aide à ce travail évidemment, mais ça aide à ce travail de séparation à partir du moment où vos enfants en faisaient la demande, de la même façon que de les associer aux obsèques, parce que souvent soi-disant pour préserver les enfants, on ne les fait pas participer comme pour vous, semble-t-il. Stéphanie, votre grand-père, bien, vous n'avez pas assisté aux obsèques, alors que je suis désolée, à 12 ans, vous auriez tout à fait pu participer aux obsèques de votre grand-père. Voulu est un bien grand mot, mais j'en ai un petit peu eu gros sur la patate, comme on dit.
à l'époque, je me suis dit mince, moi aussi, je serais bien allée pour lui dire au revoir, justement. Et c'est pour ça que là, j'ai pas reproduit ce schéma-là, et ça m'a paru évident qu'ils viennent avec nous à l'église, au cimetière. Mais vraiment, ils m'ont surpris en faisant cette demande. Et je me suis vraiment interrogée en me disant, mais est-ce que je fais bien ? Et d'un autre côté, je voulais pas qu'ils puissent me reprocher un jour, me dire, mais on t'avait demandé de l'avoir, tu nous as pas laissé le faire. Oui. Et je sais que c'était la dernière chance qu'ils avaient, chance, ou je sais pas comment. Possibilité. Possibilité voilà. de dire au revoir à leur grand-mère. Voilà, c'est mais c'est-à-dire que, alors, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire que c'est pas, vos enfants n'en auraient pas fait la demande. Ça aurait pu être, dire au revoir en étant présent aux obsèques et au moment au cimetière. Il s'agit pas non plus d'imposer. Ça serait de leur faire violence que d'imposer, d'aller dire au revoir à la personne disparue, de leur imposer cette vision s'ils n'en font pas la demande, évidemment. Mais par exemple, vous, à 12 ans ou même avant, au contraire, le fait d'être rassemblé avec toute la famille, de participer, même si vous sentez l'émotion de vos parents, de pouvoir à votre tour exprimer votre tristesse, c'est partager ce moment aussi de communion, c'est être... Alors que là, on vous tient à l'écart. Et finalement, être tenu à l'écart, c'est de ne pas pouvoir exprimer ce ressenti, cette peine, et ça entrave souvent ce travail de deuil, y compris pour les enfants. Donc, en fait, ce faisant, les adultes qui disent on protège les enfants, c'est eux-mêmes qu'ils protègent souvent. C'est eux-mêmes, parce que ça leur est insupportable de voir des enfants confrontés à la peine. Alors c'est plus compliqué quand on voit des enfants perdre leurs propres parents, parce que là, dans l'ordre des générations, quand tout se passe bien, j'ai envie de dire, c'est généralement le premier deuil auquel sont confrontés les enfants. C'est celui... Alors, il y a les arrière-grands-parents. Vous me dites que vous... Oui, ils ont encore... ils ont cette chance. 3, 4 arrière-grands-parents. Oui, c'est une chance énorme d'avoir leurs arrière-grands-parents. Bon, puis les grands-parents. Oui. Bon, voilà, donc c'est dans la succession comme ça des générations. Mais c'est vrai que du coup, ma fille hier dans le TGV, quand on rentrait, elle m'a dit mais c'est vraiment très très dur de perdre sa mamie quand on a mon âge. J'aurais aimé être dans le cercueil à la place de mamie. Oui, mais là, il faut lui dire que justement, c'est pas non plus dans l'ordre des choses. C'est elle est une petite fille et qu'elle a toute sa vie à vivre. C'est exactement la réponse que je lui ai faite. Je lui ai dit, écoute, vous avez très bien fait. Mamie a été une petite fille, elle a eu une vie de jeune femme, une vie de maman, une vie de mamie. Maintenant, voilà, c'est sûr, elle est partie trop tôt, mais elle a vécu sa vie. Je lui ai dit, toi, tu n'as que 9 ans et demi, tu es au début de ta vie, donc il faut vivre les étapes les unes après les autres, et on peut pas brûler les étapes. C'est la réponse que j'ai eue, mais... Enfin, c'est difficile, quoi, Non, vous avez vraiment très très bien répondu. C'est pareil, Stéphanie, elle m'a dit de la même manière, elle m'a dit, oh là là, mais pourquoi mamie était si blanche ? En fait, eux, ce qui les a choqués, c'est pas le visage et l'expression la non-expression, j'allais dire, du visage, c'est plus le teint de cire, en fait. Et donc je lui ai dit, mais tu sais, c'est simplement parce que lorsqu'on est vivant, le sang circule, et c'est ce qui fait qu'on a le teint rose. Et lorsqu'on est mort, le sang ne circule plus, donc on n'a pas la même couleur de peau. Je m'en suis sortie comme ça en me disant, voilà, mais... Vous vous en êtes très bien sortie, parce que à des questions qui évidemment sont angoissantes, parce que ça renvoie à ce qui nous fait peur, à ce qui nous angoisse, à ce qui relève de l'inconnu, de la mort, de cette expérience que évidemment qui nous inquiète tous, parce que c'est que nous ne connaissons pas. Puisque nous ne l'appréhendons qu'à travers la mort de nos proches, la mort des autres. Mais voilà, c'est pas forcément une expérience dont nous ne pouvons pas témoigner, et pour cause. Si ce n'est qu'à travers la mort des autres, comme vous le dites. Mais vous avez répondu de façon
précises. Et les enfants ont besoin de réponses précises. Donc, pourquoi la pâleur du teint? Pourquoi, quand vous dites, votre petite fille qui vous dit, j'aimerais être à la place de mamie, non, parce que elle a eu une vie de petite fille, de jeune fille, de jeune femme, de femme, et elle était arrivée au bout de sa vie. Bon, voilà. Et elle, elle a toute sa vie, une longue vie à vivre devant elle. Voilà, avant d'être à son tour une grand-mère, une vieille grand-mère. Voilà. Donc vous la rassurez aussi sur ce temps, qu'elle aussi, elle va s'inscrire dans une filiation et qu'elle aura une vie devant elle. Alors, bien sûr que ça n'exclut pas la tristesse et que vous pouvez pas baliser tout le chemin et que ça fait partie d'une vie humaine, de l'expérience comme ça, de la mort des proches. Mais vous avez pu répondre à des interrogations et bon, même si ça vous renvoie à vos propres peurs, évidemment, et à vos questionnements aussi d'enfants, puisque vous me parlez de vous à 12 ans ayant perdu votre grand-père, et où vous, finalement, j'entends qu'on vous a laissé sans trop de réponses. Oui, oui, je sais pas, c'était peut-être une autre époque. Enfin, je vais avoir 40 ans. Hein, oui, vous n'êtes pas. Voilà, attendez, vous n'avez pas un âge canonique. Hein. Non, mais d'un autre côté, c'est vrai que les obsèques de mon grand-père à l'époque, j'habite en région parisienne. Les obsèques de mon grand-père avaient lieu sur la Côte d'Azur, et c'est vrai que mes parents ont pris l'avion, sont partis précipitamment, etc. Mais je sais que quand mes parents sont rentrés, j'ai posé aucune question, j'ai pas demandé, j'ai pas su comment ça s'était passé. Je suis restée avec plein d'interrogations, de questions non posées, de non-réponses. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai jamais vraiment parlé avec ma mère, même encore aujourd'hui. Hein, c'est vrai que on ne parle jamais de l'enterrement de mon grand-père. Enfin, c'est pas pourtant quelque chose. Ma mère est quelqu'un de très ouverte et voilà, je parle beaucoup avec elle, mais c'était son père. C'était son père, oui. Et c'est pas un sujet que j'aborde facilement avec elle. Mais peut-être qu'elle ne pouvait pas en parler, elle, à ce moment-là. Je sais pas, oui, c'est possible. Bon, c'est vrai que moi, j'essaye d'expliquer les choses aux enfants. Enfin, quand ils me posent une question, j'évite jamais les sujets qui me... Oui, je vois ça. J'essaye de leur répondre sur toutes les questions qu'ils me posent y compris, du mieux que je peux. Voilà, y compris celles qui sont parfois embarrassantes, ou qui peuvent paraître compliquées. J'essaye de rendre les choses simples et compréhensibles pour eux trois. Mais oui, y compris d'aller au-delà de vos peurs et de vos angoisses. Voilà, j'essaye, après je sais pas si j'y arrive, mais j'essaye de pas leur communiquer mes peurs ou mes angoisses. Maintenant, c'est important parce qu'ils sentent qu'ils peuvent vous poser des questions. Oui, voilà, je crois qu'ils se sentent assez libres. Voyez, à travers. Voilà, et c'est hier, ma fille n'a pas hésité à me poser cette question-là. Oui, mais c'est bien, et elle continuera à vous en parler, et puis ça suscite des questions, et puis après, vous allez voir qu'ils vont reparler et parler de leur grand-mère aussi avec des souvenirs, avec les souvenirs heureux qu'ils avaient avec cette mamie. Voyez, c'est l'occasion aussi, à travers des albums photos, à travers d'évoquer les souvenirs avec cette mamie aussi, de laisser aussi un peu décanter les choses. C'est vrai qu'elle me disait, mais on n'a pas beaucoup de photos de mamie. Papa a pas pris, les dernières fois qu'il a été la voir, il a pas pris beaucoup de photos. Je lui dis, mais moi j'en ai plein des photos avec mamie quand vous étiez petit, plein de photos joyeuses avec mamie, d'il y a un peu plus longtemps effectivement, mais voilà, c'est l'image qu'on gardera d'elle et voilà, je dis, on va les ressortir les photos, on va les regarder, on pensera à elle. Voilà, enfin j'essaye de dédramatiser un peu la chose, mais bon, je me demande. Il faut au jour le jour. Il y a pas, si vous voulez, n'anticipons pas trop. Je comprends votre désir de les protéger au maximum, mais bon, il y a un temps pour tout. Là, c'est normal qu'ils posent des questions très concrètes autour d'avoir vu leur mamie décédée, d'avoir assisté aux obsèques. Tout ça est évidemment très nouveau et très marquant pour eux. Bon, et puis après, mamie, oui, on peut plus l'appeler, donc ils vont poser des questions. Et puis après, la vie reprend son cours.
cours, et puis il y a des possibilités de... Aujourd'hui, ils sont retournés, un au collège, les autres à l'école primaire. Vous pouvez demander à leur père des photos où ils sont avec leur mamie, qu'ils aient des photos d'eux comme ça avec leur mamie, des petites choses comme ça, mais pas forcer la main non plus, que les choses soient faites un peu naturellement. Laissez faire un peu les choses. Il y a Constance qui dit, je crois qu'il faut faire, qui nous envoie un petit courriel pour dire, je crois qu'il faut faire confiance aux enfants et accéder à leurs demandes, comme pour tout un chacun, le temps atténuera la souffrance. Les enfants doivent avoir une relation de réalité avec le départ d'un proche, parce que représentent des obsèques pour eux? C'est tellement éprouvant de voir des adultes attristés sans vraiment comprendre toujours la réalité de la situation. Je pense qu'à présent, il est essentiel de continuer à maintenir un lien particulier entre les enfants et la personne disparue, parler d'elle, pas de tabou, des souvenirs positifs, concrets, concernant cette mamie qui les accompagne malgré son départ. Oui. Non, mais de toute façon, je continuerai à leur en parler, évidemment, ça restera... Oui, puis eux vous parleront d'elle. Hein? Oui, bien sûr. Vous savez, comptez sur eux, mais il ne faut pas non plus leur parler d'elle tout le temps. Non, mais ça serait pas dans mes intentions, mais en tout cas, à chaque fois qu'ils m'en parleront, ou quand me viendra, je sais pas, une anecdote à leur raconter avec leur mamie, je le ferai avec plaisir. Mais je pense que ça a aussi réveillé chez vous des choses peu compliquées autour de la... C'est possible. Voilà. Mais bon, écoutez, je pense que vous faire effectivement, Constance a raison. Il faut faire confiance aux enfants. C'est-à-dire que c'est plutôt très rassurant la façon dont ils réagissent. Ils sont dans le concret. Eux. Oui, ils m'ont quand même assez étonnés hier tous les trois, parce que le grand. Le jour même, donc je leur ai annoncé le décès de leur mamie jeudi dernier à l'heure du goûter. 1 heure après, le grand est venu, il m'a dit « Maman, j'ai écrit une lettre pour mamie ». Donc j'ai lu cette lettre qui était assez émouvante. Et je lui ai dit « Est-ce que tu voudras la lire à l'enterrement de mamie à l'église ?» Et il m'a dit « Ah oui, j'aimerais que tout le monde entende ». Et il l'a lu hier. Il l'a lu. Son père se demandait s'il allait tenir le choc. Et il m'a dit « Tu crois pas qu'il faudrait qu'on soit à côté de lui ?» Tout ça, j'ai dit « Écoute, c'était une idée à lui. Ça venait de lui, laissons-le faire. S'il a besoin de nous, on sera à côté, et voilà. Mais laissons-le monter sur l'estrade, prendre la parole, dire ce qu'il a à dire devant tout le monde, du souvenir qu'il a de sa mamie. Et ça a été le premier à prendre la parole pour parler à l'église. Il l'a fait sans ciller, sans trembler, sans pleurer, avec un aplomb extraordinaire. Honnêtement, il m'a sidéré quand même. Oui, mais les enfants sont souvent impressionnants. Oui, je suis restée, assez, et puis. Mais c'est pour ça que faites-leur confiance, vraiment, et n'appréhendez pas trop, parce que je sais que vous avez appelé aussi pour dire comment faire dans les jours qui viennent, quelle va être leur réaction. Donnez-vous du temps, il n'y a pas. On arrivait et je me suis dit oh là là. Il n'y a pas d'urgence là. Vous voyez, il n'y a pas. Laissez-leur digérer l'événement, et puis la vie va reprendre. Il s'agit pas non plus de leur parler tout le temps de leur grand-mère. Ils vous en parleront. Ils vont aussi parler de leur vie. Ils vont aussi vous pouvez répondre aux questions qu'ils posent, et puis ils vous parleront aussi d'autres choses et de leur vie. Il y a Lali qui dit mon père est décédé de cette maladie, l'image de la mort s'estompe peu à peu pour laisser place aux souvenirs heureux. Oui, c'est ce dont j'essaye de me persuader, mais vous avez du mal, ça s'entend. Oui. moi je suis bloquée sur une image là depuis 24 heures. Mais c'est vous qui êtes bloquée sur cette image, Stéphanie. Oui, absolument. Je pense beaucoup plus que vos enfants. C'est ce que j'espère pour eux. Je me dis, il va falloir que moi j'arrive à passer outre, mais j'espère qu'ils n'ont pas gardé cette image-là. Mais vous n'êtes pas vos enfants. C'est vrai. Vous n'êtes pas vos enfants, donc c'est finalement vous qui êtes, je pense, plus marqués que... En tout cas, je ne sais pas, c'est pas vos enfants qui m'appellent, mais c'est vous qui avez une difficulté là. Oui, absolument. Oui, absolument, avec cette représentation de la mort qui réveille des angoisses. Oui, c'est surtout je sais pas,
enfin, j'ai eu l'impression. Vous m'avez beaucoup parlé de vos enfants, mais bon, on peut pas y passer la nuit non plus, parce que il aurait fallu que vous m'en parliez dès le début. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui aviez besoin de parler de vous et de ce que ça a réveillé chez vous que finalement par rapport à vos enfants. C'est elle et pas elle. Oui, c'est elle qui n'est plus en vie, forcément. Donc c'est elle, mais plus en vie. Donc oui, ça modifie évidemment. C'est sa dépouille, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas de vos conseils toujours très éclairés. Et je pensais pas avoir à vous appeler un jour, mais j'écoute. Écoutez, si vous sentez que ça ne passe pas, vous pourrez me rappeler à ce moment-là pour me parler de vous, plus que de vos enfants, je crois. Hein. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Au revoir Stéphanie. Mélanie, Laurent, en t'attendant des réactions qui arrivent par courriel au témoignage de Stéphanie. Tinou nous dit la mort à la campagne. Eh bien, c'était une réunion pour parler du mort qui se finissait par un grand repas. C'est l'image qui me reste de l'enfance. Oui, on était présents sans être mis à l'écart. La tristesse était là, bien sûr, mais on parlait aussi des bons moments passés. Et puis il y a également Marie qui dit c'est fou comme la mort ne fait plus partie de la vie aujourd'hui. J'ai perdu mon compagnon il y a 1 an. Le voir était une nécessité pour comprendre qu'il était mort pour de vrai. J'ai pris une photo que je regarde encore quand j'espère encore qu'il reviendra. Mon plus jeune neveu n'avait que 3 ans. Il a vu son tonton de loin lui a envoyé des bisous. Je pense que c'était aussi important pour qu'il ne se figure pas une idée monstrueuse de la mort. Il a également assisté à l'enterrement. Étonnamment, extrêmement silencieux. Je pense qu'il a senti la solennité du moment. Ça ne l'a pas empêché de demander juste après où était tonton, puis quelques heures après, bon, il est plus mort tonton, mais au moins il a vécu les choses et a peut-être pu comprendre pourquoi nous étions si tristes. Pour moi, c'est essentiel. En tout cas, je suis toujours un peu choquée des personnes qui empêchent leurs enfants de participer à ces moments, voire qui leur cachent la mort de quelqu'un, soi-disant pour les protéger. Je pense que nous avons trop rendu la mort tabou et c'est bien dommage. Alors c'est vrai que on s'enorgueillit dans nos sociétés occidentales de vivre de plus en plus longtemps, d'avoir de plus en plus de centenaires, mais il faut bien dire que c'est un luxe et que dans beaucoup d'autres pays, on meurt encore très jeune sans parler de la mortalité infantile où beaucoup d'enfants n'atteignent pas l'âge d'1 an. Donc il faut aussi y songer parce que ça ramène un peu parfois les choses à leur juste place. Allez, il va être l'heure du journal sur Europe 1. Il est minuit. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez témoigner en toute liberté et sans tabou de tout ce qui fait votre vie en appelant le 39 21, numéro où vous pouvez témoigner, réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne. Vous pouvez également le faire par SMS au 7 10 25 en commençant votre message par le mot nuit. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr. Bonsoir Mélisande. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous écoute. Moi déjà, merci de me recevoir sur l'antenne. Je vous en prie. Bon, j'espère que je vais pas être trop confuse parce que c'est vrai que passer là, ça m'angoisse un peu. Donc je vous explique un peu le contexte. Mes parents sont séparés depuis ma naissance en fait. Donc quand j'étais petite, je vis avec ma mère et mon beau-père aujourd'hui. Et quand j'étais petite avec mon grand frère, on a toujours demandé à ma mère pourquoi est-ce qu'ils s'étaient séparés. Et ma mère nous répondait que c'était parce que notre père lui avait fait du mal. Il l'avait frappé.
Et donc, moi, j'y croyais pas vraiment, en fait. Parce que mon père nous a toujours dit que c'était absolument pas vrai, que jamais il ferait de mal à une mouche. C'était son expression. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 6 ans, j'assiste à une nuit de violence de mon père sur ma belle-mère. Donc j'étais avec mon grand frère à ce moment-là. Donc évidemment, pour mon père, c'était un secret. Il fallait surtout pas qu'on le dise. Donc moi, j'ai tenu parole. Je l'ai pas dit. Et c'est mon grand frère qui l'a dit à ma mère et mon beau-père. Et c'est suivi donc un jugement, etc. Et après, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on allait voir mon père pendant les vacances. Donc on y allait et puis des fois ça se passait pas bien, donc on n'y retournait pas aux prochaines vacances, etc. Parce que mon père a des problèmes d'alcool aussi. Donc voilà. Et à l'âge de 12 ans, j'ai subi des attouchements que moi je considère encore aujourd'hui comme pas graves du tout. Enfin, j'ai du mal à mesurer en fait l'importance de ces gestes. Mais qui en était l'auteur ? Moi. C'est mon père qui m'a touché la poitrine en fait, et qui a eu des paroles très déplacées. Et d'après ma famille maternelle, c'est un acte grave. Enfin, ce qu'a fait mon père est un acte grave. Oui. Et moi, à mes yeux, je comprends pas vraiment en fait. Oui, enfin, je comprends que ça ne se fasse pas, mais je ne comprends pas que ce soit grave. Et aujourd'hui encore, je me demande, est-ce que j'ai pas exagéré ? Est-ce que dans ma tête, j'ai pas complètement exagéré ces gestes ? Votre lapsus en témoigne d'ailleurs. Parce que quand je vous ai demandé qui en était l'auteur de ces attouchements, vous m'avez répondu moi. Or, c'est votre père. Oui. Qui était l'auteur de ces attouchements. Oui, mais j'ai tout. Et non vous. Oui. Eh oui. C'est que, aujourd'hui, je commence à un peu m'en sortir, mais c'est que j'ai toujours voulu protéger mon père, en fait. J'ai toujours cherché à le soigner. À le soigner ? Oui. J'avais peur de lui faire du mal quand, par exemple, on ne retournait pas en vacances le voir. J'avais peur parce que j'avais peur de lui faire du mal, qu'il souffre à cause de nous, que... Voilà, je voulais lui éviter tout ça. Et donc à partir du moment... Donc j'avais 12 ans à ce moment-là quand il a eu ces gestes. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup regarder mon corps. Et à me sentir très très mal dans mon corps. Et donc... à partir de là est née une espèce de boulimie un peu étrange. Et il y a 2 ans à peu près, j'ai commencé à perdre du poids, beaucoup de poids. Après les épisodes de boulimie ? Oui, ouais. Parce qu'en fait, à partir de l'âge de 12 ans, j'ai voulu perdre du poids, sauf que j'y arrivais pas. Jusqu'à il y a 2 ans à peu près, où là j'ai commencé à perdre du poids. Personne ne se rendait compte vraiment, moi non plus. Et puis au bout d'un moment, il y a mon grand frère, ma mère qui ont commencé à s'inquiéter. Et moi je refusais tout, je commençais à tomber dans une espèce d'anorexie. Et l'année dernière, j'ai été hospitalisée pendant 4 mois parce que c'était plus possible. Et là aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai pas vu mon père, pour l'instant je refuse de lui parler. Et je commence à m'en sortir de cette anorexie. Là, je suis un peu plus dans une période de boulimie maintenant. Et je commence à m'en sortir doucement. Mais c'est dur, quoi. C'est dur et j'ai l'impression de tout le temps lutter, de tout le temps... Voilà, d'être en constante... dans une lutte constante. Et du côté de mon père, même si je trouve que je m'en sors, que je commence à me positionner, ça reste difficile, quoi, et il y a des moments où je suis un peu perdue. Parce que je pense en fait qu'il faut que je fasse un deuil d'un père que j'ai toujours voulu avoir et que je n'ai pas.
Et ça, c'est pas facile à accepter. Enfin, accepter que mon père est comme ça et qu'il sera toujours comme ça et que quoi que je fasse, je pourrais pas faire je pourrais pas le soigner, quoi. Si lui ne veut pas, je pourrais pas faire son chemin. Oui, c'est une mission impossible de soigner ses parents, Mélisande. Parce que c'est pas à l'enfant de soigner ses parents, même si l'enfant veut toujours protéger le parent qu'il sent le plus fragile. Alors que votre père soit fragile, certes, ses problèmes d'alcool en témoignent. Oui. Ses problèmes de violence également. Pour autant, alors évidemment, il s'ensuit des rapports inversés. C'est-à-dire que là où, ce sont les parents qui ont un rôle protecteur, en principe, vis-à-vis de leurs enfants, c'est vous qui avez assumé ce rôle-là, et ce d'autant plus qu'au fond, vos parents étant séparés, votre mère, pour des raisons légitimes, s'étant séparée de votre père, en vous disant qu'il lui avait fait du mal. Elle parlait de lui en tant qu'homme à ce moment-là, mais elle vous laissait aller le voir néanmoins. Oui. Donc elle faisait quand même la part des choses. Ouais, elle se disait pour autant... Peur, Comment ? Elle avait une très grande peur. On peut comprendre, ça s'est avéré, ça s'est justifié par la suite. Mais elle avait pu faire la part des choses au départ entre ses démêlés conjugaux avec lui, entre son histoire entre leur histoire d'homme et de femme. Elle pouvait néanmoins se dire, si ça n'a pas été un compagnon, un mari convenable, ça le sera peut-être un père aimant. Oui. Or, il avait trop de problèmes pour l'être. Et quand vous dites, par rapport à cette histoire d'attouchement, au fond, je ne considère pas cela comme grave, là aussi, vous ajoutez d'ailleurs que vous êtes encore dans cette démarche de protection. C'est-à-dire de banaliser ces faits. Or, ce qui est grave, c'est que c'est pas, si vous voulez, vous dites peut-être il n'y a pas eu, c'est pas aller plus loin. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des limites qui ont été franchies et que vous étiez, depuis le départ, et ça rejoint cela, à une place qui n'était pas la vôtre, Mélisande. C'est-à-dire déjà, enfant, vous protégiez votre père alors que ça aurait été à lui de vous protéger. Et là, à l'âge de 12 ans, au moment où on a un âge particulièrement vulnérable, où les premiers signes on est en pleine mutation, enfin en pleine puberté, où on a particulièrement besoin de l'appui de ses parents et d'une relation dès le départ chaste avec son père, finalement au premier signe extérieur de féminité, votre père ne vous voit plus comme sa fille, mais comme une femme. Là, l'interdit de l'inceste n'existe plus. Les places sont complètement bousculées. C'est ça qui est grave, parce que symboliquement, ça crée une confusion totale dans la tête. Et d'ailleurs, vos épisodes de boulimie, c'est souvent que ça arrive dans ces cas-là, quand il y a comme ça de l'inceste dans les familles, qu'il ait lieu ou qu'il y ait un climat incestueux. Parce que finalement, la jeune fille, elle se protège avec sa boulimie, en prenant du poids.
souvent. Oui. Elle se protège de l'intrusion. En se rendant moins... En se rendant moins désirable, oui. Elle met des kilos entre elle et celui qui porte atteinte à son intégrité physique. Donc quand vous dites qu'il y a un deuil à faire de ce père au fond idéal, oui. Et bien sûr que c'est pas sans douleur. Mais pourtant c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Oui. C'est nécessaire pour vous, pour votre propre équilibre. Parce que votre père, il a une histoire. On n'arrive pas à un tel parcours comme ça. Néanmoins, il y a quelque chose de profondément destructeur dans son attitude. Et que tant que les choses ne sont pas clairement posées, à savoir que cet interdit de l'inceste, c'est-à-dire cette barrière, à savoir que les pères doivent plutôt avoir une relation chaste et tendre avec leurs filles, et en aucun cas fouiller leur intimité, ni dans leurs gestes, ni dans leurs paroles, ni dans leurs regards. Tant que c'est pas clairement posé, ça crée la plus grande confusion dans la tête des enfants et ça peut créer des très grands troubles dans le comportement des enfants. Donc c'est en cela qu'on vous dit que c'est grave. Oui. Mais vous, c'est encore en tant qu'enfant que vous voulez protéger ce père, parce que vous le sentez fragile. Mais être fragile ne justifie pas que l'on s'en prenne à autrui. Il y a quantité de gens fragiles, Mélisande, qui pour autant ne font pas de mal à autrui. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ressens une énorme colère en fait de trop de choses accumulées. Une énorme colère contre mon père que j'ai du mal à évacuer. Ouais, elle va s'exprimer. Oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui elle s'exprime. Je la retourne contre moi en fait en me faisant du mal. Oui, mais c'est pour ça que c'est important que dans un premier temps, c'est souvent comme ça. La colère, en fait, avant qu'elle s'exprime sous forme de colère, elle s'exprime souvent sous forme c'est une culpabilité qui s'exprime sous forme d'agressivité, enfin de dépression que l'on retourne, de dépréciation et qui se retourne contre soi, oui. Mais bon, vous êtes en thérapie, hein, Mélisande, donc vous allez aussi travailler là-dessus. Donc, c'est pas étonnant qu'après un tel désordre symbolique, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi dans l'inceste, hein, c'est que ça bouscule toutes les places. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à la place de fille, mais à la place de femme. Il n'y a plus de place dans la succession des générations, du coup. Et c'est toujours générateur de beaucoup d'angoisse et qui se traduisent par des symptômes corporelle, enfin, donc bon, ça met du temps. Hein, vous êtes toute jeune, vous avez 18 ans. Bon, je veux dire, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir travailler dans votre thérapie et notamment vous autoriser à exprimer cette colère, à la faire sortir de vous. Ça va être une étape à un moment donné et apprendre à ne plus vous faire du mal, justement. Oui. Et à vous aimer davantage, comme le dit Anne qui envoie un petit message. Il y a First Lisa aussi qui dit apprendre à prendre de la distance avec ce père sans culpabiliser et vivre pleinement votre vie de jeune femme. Il y a aussi le subversif qui dit le deuil ira avec l'accroissement de votre estime de vous-même. Et bon, donc c'est ça aussi qui va vous aider
dans cette histoire. Donc c'est un long cheminement, mais qui va se faire. Oui. Parce que vous ne pouvez vous ne pouvez pas le soigner. Pour soigner quelqu'un, d'abord il faudrait qu'il en fasse la demande. Et puis c'est pas, les enfants ne peuvent pas soigner leurs parents. C'est une mission impossible. Donc c'est à vous de prendre soin de vous. Donc il faut continuer dans le cadre de votre thérapie, Mélisande, vraiment. Oui. Et bon, il y a du chemin à faire, hein. On sent que la colère, c'est pas encore quelque chose auquel vous avez accès. On l'entend dans votre voix encore. C'est bon, hein. Vous êtes plus encore un peu écrasé. Il y a de la culpabilité. Parce que bon, il y a ce père que à la fois vous aimez, et puis ce père qui vous commencez à éprouver de la colère. Bon, vous êtes encore dans cette ambivalence, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais la thérapie va vous aider à travailler tous ces sentiments-là. Donc, donnez-vous le temps. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Hein ? Ne vous éparpillez pas, surtout. N'en parlez pas de telles histoires. Ça mérite vraiment d'être travaillé dans le cadre de la thérapie, Mélisande. Hein ? Oui. Tout le monde ne peut pas entendre des histoires comme cela. Voyez, attention à qui aussi vous parlez. D'accord ? Oui. Bonne chance à vous. Merci. Au revoir. James Blunt, So Far Gone. Un message du subversif à l'attention de Mélisande qui dit: les parents, les porter ou les lâcher est une gageure à la Sisyphe pour un enfant. C'est votre sort pourtant qui doit vous occuper à présent. Des courriels également pour revenir sur le témoignage de Marion. C'était la jeune femme qui témoignait au sujet de son amie. Marion qui a démarré la première heure avec nous. Son amie qui racontait beaucoup d'histoires. Marion se demandait si elle n'était pas un peu mythomane. Sébastien nous écrit pour dire: le fils d'un de mes collègues a triché lors d'un contrôle et il s'est fait prendre. Il est très timide. Il s'est justifié en disant que c'était son psychologue qui lui avait conseillé de provoquer des situations complexes pour se sortir de sa timidité. Quelle imagination et persuasion! Son professeur y a cru, figurez-vous, mais il n'a pas mesuré toutes les conséquences. Vous voyez, un psychologue finalement, ça sert à tout, hein. Ça peut nous sortir de toutes les situations un peu embêtantes. Et puis Mona nous dit: j'ai une amie qui ment également sur sa vie et son identité, parfois même sur ses proches. Le plus souvent, ce sont des mensonges insignifiants, mais à force d'entendre tout cela, j'ai fini par perdre totalement confiance en elle. Il est de plus en plus difficile de faire la part des choses, savoir ce qui est vrai ou faux dans ce qu'elle me raconte. C'est très difficile à gérer, et alors la raisonner, je n'en parle même pas. Une fois, elle s'est complètement inventé une vie devant un garçon qui lui plaisait. Elle a pourtant été avec lui par la suite pendant pratiquement 1 an, et lui ne savait quasiment rien d'elle. Il a découvert des choses au fur et à mesure. Bonsoir Luc. Luc, vous êtes avec nous ? Je ris parce que je vois la tête des 2 garçons en régie là, Fifi et Justin. Ils sont atterrés. Ils sont concentrés là, ils regardent les boutons et ils sont atterrés parce qu'ils se disent: ah, il y a un lézard quelque part. Nous avons perdu Luc. Eh oui les garçons, faut vérifier un petit peu. Vous tapez sur les doigts. Ah ben oui, il est pas content, Justin. Alors Luc, est-il là? Non? Bon. On a Isabelle qui est avec nous. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voyons voir. Par quoi commencer? Je ne sais pas. Je vous appelais pour ma fille. Oui. Et peut-être pour moi aussi, hein. Peut-être surtout pour moi, mais j'espère aussi beaucoup pour elle. Je sais pas. Bon, voilà, j'ai une petite fille adorable, qui était adorable, qui a 12 ans. Je pense, on est un certain nombre à penser qu'au mois d'octobre dernier, elle a été victime d'une agression sexuelle dans son collège et qui a déclenché une crise
Enfin, je ne sais pas comment la nommer, parce qu'à l'époque, personne ne savait la nommer. Mais d'une minute à l'autre, elle est devenue quelqu'un d'autre. On pourrait appeler ça vulgairement des crises d'hystérie. On a essayé de consulter, on a beaucoup consulté, on a été beaucoup dans les hôpitaux, enfin, et en gérant des crises qui étaient terribles, hein, des tout cassé, tout, enfin, des coups, enfin, des choses, enfin, je sais pas comment dire. Et puis au bout de, aujourd'hui, là, depuis un mois, un neurologue a déterminé une épilepsie temporale. Ah oui. Créée par un choc émotionnel, donc il pouvait peut-être être celui-là, enfin celui de l'époque, et une épilepsie à vie qui pouvait être canalisée par un médicament qu'elle prend depuis un mois. C'est vrai, il n'y a plus de terreur dans la maison, hein, parce que c'était une terreur pour nous et pour elle, hein. Mais il y a un quotidien effarant. C'est-à-dire que je sais pas si c'est une maladie, mais ça a rameuté tous les tocs possibles et imaginables. Donc les tocs de propreté. Quand vous dites ça a rameuté, c'est-à-dire qu'elle n'en avait pas auparavant, elle en avait. Ça veut dire qu'ils sont revenus. Alors, ce que dit le neurologue, c'est que, enfin, il dit que ça l'étonne quand même que tout ça soit arrivé d'un coup. Mais bon, mais après, ça reste à déterminer. C'est vrai que quand notre enfant était petite, elle était extrêmement angoissée. Par exemple, sur le chemin de l'école, il fallait être très vigilant sur les lieux, les paroles dites à certains lieux. Mais tout ça était passé. À quel âge elle faisait ça? Quand elle est rentrée au CP. À 6 ans, donc. D'accord. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait vu un psychologue. Et les choses s'étaient calmées, je dirais. Alors peut-être pas réglées, je ne sais pas. Mais en tout cas, suffisamment calmées pour qu'on pensait qu'elles soient réglées. Oui, il peut y avoir des périodes comme ça, au moment des séparations. Elle était scolarisée auparavant, où c'était l'entrée en CP, sa première séparation. Elle était scolarisée en maternelle. D'accord. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est une enfant extrêmement sensible. Je pense que nos enfants sont un peu angoissés, honnêtement. Je crois qu'on a peut-être généré quelque chose de ça, mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Et ce fameux lundi d'octobre, quand Colline est rentrée à la maison et que tout a dégénéré, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a connu. En fait, moi, je l'ai ramenée à la maison et elle est descendue dans la salle de bain et au bout d'une demi-heure, mais enfin là, je reviens très loin en arrière. Je sais pas si ça doit être important, mais et au bout d'une demi-heure, j'entendais toujours l'eau couler et je suis descendue dans la salle de bain et j'ai trouvé ma fille dans la baignoire sous une eau glaciale. Et j'ai réalisé que depuis une demi-heure, elle était nue dans la baignoire, dans une eau glaciale. Et ça a commencé comme ça. Et après, ça a été l'enfer. Mais quand je dis l'enfer, c'est l'enfer. C'est-à-dire des crises permanentes. À partir du moment où elle se levait, elle était... c'était plus la même. C'était pas notre enfant. C'était pas un enfant. C'était pas un être humain. Elle tapait partout. Elle cassait tout. Elle a détruit toute la maison. Elle a cassé toutes les vitres des fenêtres. Et on avait beau la tenir, la retenir. Bon, enfin, on n'arrivait plus. On ne savait plus ce qui se passait. Et on avait beau dire, et elle était... et quand on voyait son visage, elle avait le corps et le visage
déformée, je pense, par la souffrance. Donc, on a vu beaucoup de médecins. Mais ce choc émotionnel, cette agression, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je ne sais pas. Elle nous a... Mais oui, mais ça serait important de savoir. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Et aujourd'hui, je regrette amèrement qu'on n'ait pas été plus loin. En fait, ce fameux lundi... Oui. Bon, elle m'a dit... Bon, je vous dirai pas le nom parce que je voudrais pas qu'il y ait des gens à l'antenne qui... Non, on ne donne pas de nom de famille, évidemment. Elle m'a dit, mon ami, un tel, a été agressé dans les toilettes du collège par 3 garçons. Ouais. Bon, soit. Donc j'ai été un peu désolée et quand j'ai vu l'ampleur des suites, je me suis dit, ce n'est pas l'amie de Colline, c'est elle. Et d'ailleurs, après... 2 mois plus tard, alors que moi j'hésitais beaucoup à porter plainte parce que Colline m'a supplié de ne pas faire de démarche parce qu'elle ne pouvait pas se retrouver en face de ces garçons. Les fameux garçons. Oui, mais dans les faits, ils sont dans le collège. Oui, mais donc elle les côtoie. Depuis, ils ont été exclus du collège parce que je pense qu'il y a des amis qui ont parlé. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. De toute façon, notre fille a été déscolarisée. Oui, mais elle attendait de la protection. Vous savez, oui, j'entends. Mais c'est très compliqué quand vous avez une enfant en face de vous complètement déphasée. Ah non, mais oui, mais déphasée, oui, mais attendez, déphasée, il y a de quoi être déphasée quand on a été agressé à 12 ans par 3 garçons? J'entends bien, mais quand quelqu'un... Comment ne pas l'être? Je sais, mais quand quelqu'un vous supplie... Parce que moi, ce que j'entends dans ces talks, c'est quand même des rituels autour de la propreté, hein. Oui. Comme ce qu'on retrouve quand même chez des femmes qui ont été victimes de viol. Mais je suis sûre que c'est elle qui a été victime. J'en suis sûre aujourd'hui. Mais en fait, quand ça s'est passé, on n'a pas compris, ou on n'a pas peut-être voulu comprendre que c'était elle qui était en cause. On n'a pas voulu. Et puis, on a été tellement pris dans cette espèce de tourbillon. Non, mais il est possible maintenant, bon, écoutez, sur le moment, vous n'avez pas compris, mais au-delà, maintenant, il est possible de faire quelque chose. Est-elle suivie? Elle est suivie, bon, sur le plan neurologique, mais enfin, le neurologue vous dit, il y a une réaction suite à une épilepsie temporale, suite à un choc émotionnel, il a bien précisé. Oui. Il y a des TOC où vous dites quand même ça touche beaucoup autour de rituels de propreté. De tout. De propreté, mais enfin, de l'espace. C'est-à-dire mais vous avez raison. Maintenant, on le voit bien. Il ne faut pas l'approcher à plus d'1 mètre. Il ne faut pas toucher la porte qu'elle a touchée. Il ne faut pas toucher ses vêtements. Il faut rien. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est... Enfin, comment vous dire? Excusez-moi. En fait, quand le neurologue nous a dit, on a trouvé le problème, enfin pas le problème de base, on a trouvé la maladie. Donc, elle est sous traitement depuis 1 mois. Donc, il n'y a plus de crise. Et c'est vrai que ce jour-là, alors vraiment, on n'aurait pas dû peut-être. On s'est dit, oh, mon Dieu, ça y est, c'est fini. Elle est sous traitement. Et c'est vrai que le lendemain matin, le médecin nous a dit, si dans 5 jours, les choses ne sont pas changées, j'ai eu tort. Et le lendemain matin, c'est quand même incroyable. Elle a une petite sœur de 5 ans qui a beaucoup souffert parce que, enfin, on a beaucoup essayé, mais dans cette espèce de tourbillon, elle a beaucoup souffert. Et puis, Colline a tellement... Ne donnez pas trop son prénom. Pardon, excusez-moi. Pardon. Bon, ça fait rien. Si, c'est important. Bon, je préfère que ça reste... Voilà. Donc, notre grande fille a tellement... elle a fini... Enfin, elle a fini par taper sa petite sœur. On ne savait même plus d'où donner de la tête. Et quand le médecin a donné ce médicament, il a dit dans 5 jours, vous verrez. Et le lendemain matin, la grande, donc pour pas dire son prénom, est descendue et elle s'est retrouvée dans la cuisine. Et d'habitude, quand elle arrivait pour prendre son petit déjeuner, elle disait «
j'ai pas mon pain, j'ai pas mon Nutella, c'est où, vous faites quoi? Et après ça dégénérait, donc elle tapait partout, tout tombait, tous les verres, enfin tout, bref. Et ce matin-là, elle a dit, est-ce qu'il y a du Nutella? Et la petite sœur a dit, elle a levé le pouce vers le haut et elle m'a dit, ça marche. Oui, mais écoutez. Et ce jour-là, on s'est dit, voilà, c'est bon, c'est fini. Alors, pardonnez-moi, Isabelle, mais bon. Oui, je sais, oui, excusez-moi. Vous le savez, au fond. Oui, je sais. Vous le savez, alors je ne vais pas enfoncer le clou. Non, mais un traitement. J'en ai besoin, je crois, ce soir. Un traitement, c'est une chose. Moi, ce que j'entends, c'est que votre fille, je vois sur votre fiche, ça reste quand même. Vous appelez, ça va pas bien. Vous dites, je vois sur votre fiche, ça fait 15 jours là qu'elle se lave plus. Elle va quand même à l'école, elle fait un minimum de devoirs. Elle est toujours embourbée jusqu'au cou dans ses tocs. Des tocs permanents. On va pas les décrire tous parce que on pourrait y passer la nuit. Alors certes, elle a un traitement, mais enfin, si on va pas chercher un peu ce qui est à l'origine aussi, ce qui a pu déclencher. Alors je ne dis pas que y a quelque chose qui se serait peut-être déclenché autrement, mais ne contournons pas quand même ce qui s'est passé. Et essayons de voir. Elle a pu dire j'ai une amie qui s'est fait agresser. Vous semblez me dire que en fait c'est elle. Alors je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que il s'agit d'elle et pas de son amie? Écoutez, c'est intuitif. Enfin, je suis assistante sociale. J'ai beaucoup à faire avec des enfants victimes de maltraitance, y compris sexuelle. Alors peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu l'entendre, parce que c'est terrible quand on est un professionnel qui a un enfant qui est dans ce cas et qu'on n'est plus du tout professionnel et qu'on n'arrive même plus à être parent. Enfin, je suis parent, mais qu'on n'arrive même plus à faire la part des choses. Non mais je le sens intuitivement. Je ne peux pas dire que c'est elle. Ou à moins de rameuter, à moins de porter la plainte qu'elle ne veut pas qu'on porte. Mais c'est-à-dire que comme il faudrait déjà voir au niveau du collège, voir avec le responsable du collège, voir avec le CPE, voir ce qu'il en est. Puisque vous semblez me dire que ces garçons auraient été exclus, qu'il y aurait eu éventuellement des témoins, que d'autres auraient parlé. Pourquoi ont-ils été exclus? Que s'est-il passé? Ah, mais vous savez, il y a une grande... Non, mais attendez, me dites pas l'omerta ou quoi que ce soit. Vous allez voir, vous êtes concerné, vous demandez à rencontrer le principal du collège, le CP, vous demandez un rendez-vous. Vous dites, voilà moi ce qui s'est passé, ma fille est rentrée. Attendez, il s'agit de votre enfant. Je sais. Vous dites, voilà, moi, depuis ce jour-là, voilà ce qui se passe, voilà dans l'état où est ma fille. Qu'est-ce qu'il en est? Elle me dit que un tel a été agressé. Moi, je constate ça chez ma fille. Elle semble présenter tous les symptômes d'une enfant qui a été agressée. Je cherche à comprendre. Oui. Alors, très honnêtement, c'est vrai que j'ai pas dit ça. J'ai été voir la CPE. Je lui ai dit, voilà, ma fille va mal. Elle va sûrement avoir des problèmes au niveau de ses résultats scolaires. Donc, on vous le dit, pour pas que vous vous étonniez. Et, bon, voilà. Et je n'ai pas dit mes doutes. Je n'ai pas dit ce que j'ai su d'éventuellement d'un autre enfant qui, à mon avis, n'a pas eu ce genre de problème. J'ai juste dit, voilà, je crois qu'il va y avoir des vrais problèmes sur ma fille. Oui, mais vous parlez des notes, mais les notes, c'est complètement secondaire. Des notes ou de la capacité d'être à l'heure. Mais pourquoi vous tournez comme ça autour des choses, Isabelle? Mais parce que j'ai en face de moi une enfant qui me dit... ne tire. Oui, mais enfin, écoutez Isabelle, là je suis désolée. Vous avez effectivement, je vais reprendre vos termes, vous avez une enfant en face de vous. Et donc une enfant qui a besoin d'être protégée. Et vous êtes la mère de cet enfant. Et donc votre devoir est de la protéger. Oui. Oui, j'entends. C'est une enfant que vous avez en face de vous. Mais alors ça veut dire qu'il faut le traiter autrement, parce que... Il faut complètement le traiter autrement. Oui,
Parce que moi, quand je dépose, parce que je dépose ma fille... Une enfant a besoin, même si l'enfant, évidemment, comme une adulte d'ailleurs, a peur de tout ce qui s'ensuit, a peur de la procédure, hein, parce que a peur, a honte. Souvent, c'est la honte, c'est la culpabilité, c'est la peur. Mais finalement, quand elle est rentrée en disant mon ami a été agressé. Alors, je ne dis pas, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que, attention aussi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est là où il faut rencontrer déjà au collège le principal, savoir ce qu'il en est réellement, voir un petit peu ce qui s'est réellement passé ce jour-là, pourquoi ces garçons ont été exclus, est-ce qu'il y a eu des témoins, mais elle vous interpellait. Elle attendait quelque chose. Un enfant qui parle comme ça demande l'aide, appelle au secours. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai dit à ma fille, on va porter plainte. Il y a des services spécialisés, on va porter plainte. Et elle m'a dit, je ne peux pas. Mais oui, mais parce que au fond, elle rentre en disant, mon ami, j'ai vu mon ami se faire agresser. Vous lui répondez, on va porter plainte. C'est pas cohérent. C'est-à-dire, vous n'interpellez pas en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, on a beaucoup posé la question, on n'a jamais eu de réponse. Non, mais à ce moment-là, peut-être que il aurait fallu aller voir un tiers, un spécialiste. Mais le temps qu'on réagisse, parce qu'en fait, on a été beaucoup pris dans le côté médical. Mais oui, mais parce dans que le côté psychiatrique, parce qu'au départ, ça avait été... C'est plus simple. Franchement, pour nous, ça n'a pas été plus simple parce que je préfère la neurologie que la psychiatrie. C'est terrible à dire, mais quand les premiers médecins ont dit elle relève de la psychiatrie, Mais pourquoi ont-ils dit ça? Mais parce que les crises étaient telles que ça, mais parce que c'était de la folie. Enfin, on était dans la folie. Oui, mais vous me parlez d'épilepsie. On n'est pas dans la folie. Aujourd'hui, on le sait. Mais ce qui s'est passé remonte au mois d'octobre. Et quand ça a démarré au mois d'octobre et quand tout a été, quand c'était une espèce de tourbillon. Et qu'on a appelé à l'aide le médecin traitant et puis après un autre médecin, tous ces gens-là nous ont dit votre fille elle relève de la psychiatrie. En tout cas, aujourd'hui, vous savez qu'elle ne relève pas de la psychiatrie, qu'il y a ce problème d'ordre neurologique qui a pu être effectivement déclenché par ce choc émotionnel. Moi, je ne suis pas neurologue, je ne me prononcerai pas du tout sur ce sujet. En revanche, il faut éclairer cette histoire d'agression, savoir ce qu'il en est et prendre rendez-vous avec le principal du collège. Ne pas laisser votre fille comme ça, sans assistance, sans aide. C'est la laisser livrer à elle-même. Ça fait longtemps qu'on a vu le principal du collège. Non mais attendez, Isabelle, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? J'en sais rien. Bah oui, je vois ça. Je sais pas, ce que je vois, c'est qu'au quotidien, c'est impraticable. Ben ça se comprend, votre fille est dans une grande souffrance. Je sais, oui. Si votre fille a réellement été agressée, je ne le sais pas. Si votre fille... Non, mais enfin, depuis le début, on tourne. Alors, on peut effectivement y passer la nuit. Mais si votre fille a réellement été agressée par 3 garçons et qu'on la laisse comme ça, sans aucune aide, sans aucun soutien, c'est tout simplement abominable. J'entends bien. Alors, par contre... Alors, effectivement, on lui donne des cachets. Bon, bah oui. Là, c'est des cachets pour traiter l'épilepsie. Oui, d'accord, mais enfin bon, traitons l'épilepsie et puis faisons taire la souffrance de l'agression sexuelle. J'entends ce que vous dites, je sais. Par contre, un enfant qui ne veut absolument pas rencontrer un psy et qui a... Non, mais écoutez, là, Isabelle, je crois que c'est pas... Non, mais je vais voir au niveau du collège. Vous avez raison. Il faut... Écoutez, vous me dites depuis le départ, mon enfant me dit qu'il ne veut pas que j'intervienne. Un enfant qui ne veut pas rencontrer un psy. Votre fille a 12 ans. Quand vous avez voulu, j'imagine, vous l'avez amenée
voir un neurologue. C'est vrai, Là, vous vous êtes pas posé la question. Elle a rencontré des psychiatres, vous lui avez pas posé la question. Donc, à un moment, il y a une situation de personne à danger. Donc, vous voyez, quand l'enfant est dans une situation de grande souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Oui, par contre, je peux vous dire que moi, j'ai rencontré un psy qui m'a dit quand l'enfant n'est pas partie prenante, on ne peut rien faire. Oui, mais là, rien n'est commencé. C'est vrai. Donc là, il vous parlait du fait pour entamer une thérapie. Là, il s'agit de voir ce qu'il en est réellement. Moi, on entend effectivement votre peur à vous. Hein. On entend votre peur. Oui. Alors en même temps, on sent que vous êtes très démunis. On entend votre désarroi, que vous nous dites c'est l'enfer à la maison face à cet enfant, jeune fille de 12 ans qui a peut-être vécu quelque chose de terrible si la jeune fille en question c'est elle. Et puis en même temps, vous préféreriez que ça n'ait pas eu lieu. Et bien sûr que je peux comprendre, parce que en tant que parent, on préfère que le pire n'ait pas eu lieu. Mais si c'est le cas, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu, parce que ça ne va pas aider votre fille. Parce que en grandissant, de toute façon, si ça a eu lieu, elle va grandir avec cela. Et là, vous allez au-devant de bien des difficultés. Donc autant aborder la réalité, parce que vous êtes ni plus ni moins dans une forme un peu de déni des choses. Vous voulez dire, oui, peut-être, j'en trouve, mais vite, je referme. Peut-être. Enfin, moi, ça me gêne. Enfin, ça me gêne pas entre guillemets, hein, de savoir que c'est la réalité. Mais quand elle m'a dit, on ne dit rien. Il faut surtout rien dire. Mais tous les enfants disent ça. Mais comment? Mais elle vous a parlé. Mais en fait, les enfants demandent de l'aide. D'être en face des choses. Les enfants demandent de l'aide. Les enfants ont besoin avant tout d'être protégés par leurs parents. Sinon, ils ont l'impression qu'ils sont dans un univers, où ils n'ont plus aucune protection. Ça veut dire qu'on peut les agresser, qu'on peut leur faire du mal et qu'ils grandissent dans un lieu où il n'y a plus ni foi ni loi et qui peuvent se laisser agresser sans que même leurs parents puissent réagir. Donc c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Ça veut dire que une jeune fille peut aller aux toilettes, se faire agresser par 3 jeunes garçons et que on ne dit rien. On se tait, c'est l'omerta. Elle rentre quand même en vous disant cela. Et que quand bien même ça serait son ami, je vais vous dire Isabelle, oui, quand bien même ça serait son ami, oui, il aurait fallu en parler. Non mais attendez, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça me bouffe à l'intérieur, cette histoire. Mais je suis d'accord avec vous. Mais quand vous avez en face, mais oui, bien sûr, je suis le parent. C'est vraiment, franchement, difficile d'être parent, finalement. Hein. Je ne dis pas que c'est pas difficile, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les paroles de l'enfant qui dit on ne dit rien. L'enfant est terrorisé. L'enfant a peur, l'enfant a honte, et j'ai envie de dire, on peut dire l'enfant, on voit même ça chez les adultes après une agression. Premier réflexe parfois c'est se taire, surtout se terrer chez soi. Comment voulez-vous qu'une enfant de 12 ans puisse dire oui bien sûr, on va porter plainte, on va y aller. Non, il attend que ses parents qui eux sont grands, eux peuvent, le protéger, agissent pour lui. Elle n'attend certainement que ça. Avant, cependant, évidemment, avant qu'il y ait un dépôt de plainte, il est important que vous alliez au lycée et il est important aussi que votre fille... oui, mais allez voir vraiment et obtenez des réponses parce que je suis désolée, s'il y a eu une agression, c'est à vérifier dans le lycée. Encore une fois, c'est à vérifier quand même ce qui s'est passé aussi. Voir si réellement il y a eu des garçons d'exclus, qu'est-ce qui s'est passé et puis surtout, il est important que votre fille voie une pédopsychiatre parce qu'on reste pas, ça n'empêche pas qu'elle soit suivie sur le plan neurologique, mais qu'elle voie une pédopsychiatre. Parce qu'on ne reste pas dans une situation comme ça, parce que je comprends, c'est ce que vous dit d'ailleurs le neurologue, hein, c'est-à-dire lui-même, le neurologue n'explique pas seulement par son épilepsie qu'il y ait autant de TOC. Et c'est vrai que c'est ce qu'il dit clairement.
Bon, il le dit, voilà, il dit que pourquoi autant de tocs. Bon, on peut se poser la question. Pourquoi du jour au lendemain? Mais je peux vous dire que face à un enfant qui supplie. Bon, je l'ai entendu, Isabelle, mais ça vous arrange? Oh, croyez-moi que non. Bon, écoutez, enfin, ça m'arrange. Enfin, ça me désespère à la fois. Mais enfin bon, oui. Un mail d'Elena qui dit: je suis enseignante. Il se passe des choses dans les collèges et les gens n'osent pas forcément parler. Elle doit absolument prendre contact avec le chef d'établissement pour savoir ce qui s'est passé. Elle doit le faire pour protéger sa fille, voir une assistante sociale par exemple. Sa fille est en grande souffrance. Il faut pouvoir retracer ce qui s'est passé exactement. Quelqu'un me dit: j'ai connu ça avec ma nièce, on a porté plainte même 8 ans après, quand j'en ai eu connaissance, ça a réglé beaucoup de choses. First Lisa qui dit: il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Quelqu'un dit également: cette jeune fille est en chute libre, une enquête de police serait importante, déjà faire une enquête auprès du collège, et bon, beaucoup de réactions qui vont dans ce sens-là. Il est important d'agir. Bon. Ben, comme quoi, j'ai bien fait de vous appeler. Je vous remercie. Bon, bah écoutez... Ça va me... Voilà, je vais me relancer. Et la relancer en même temps. Ben vous relancez parce qu'elle a besoin de vous. Hein. Oui. Elle a avant tout besoin de protection. Oui, d'accord, merci. Elle vous appelle à l'aide et vous n'entendez pas. Oui, bon, oui. Oui, la laissez pas appeler au secours en vain. Hein. Elle appelle beaucoup à l'aide et en même temps. Elle appelle à l'aide. Elle crie dans le désert pour le moment. Elle crie en silence. Non, il est l'heure de noter, mais je crois que vous l'avoir suffisamment dit. C'est très compliqué d'avoir en face de soi un enfant. On doit se quitter. Oui, mais c'est compliqué, mais pensez quand même à ce que vous devez faire pour la protéger. Je vous souhaite une très belle nuit. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations.